joyeux. Après la défaite, la fête et la défaite, je passe la parole à Christian, le président de notre association, qui va nous faire un petit, aussi un témoignage, que ça, on réplique à ce film. Bonsoir. Je vous propose de vous lire quelques passages, quelques morceaux choisis d'un texte que j'ai écrit il y a quelques années, qui retrace mon parcours avec l'alcool. Voilà. Ça prend à peu près 10 minutes. Mais ça a commencé quand, au juste, le dérapage? C'est parti comment, cette longue descente vers le fond? Enfant, je crois me souvenir avoir aimé l'odeur des apéros que prenait mon père. Des vins cuits italiens aux effluves envoûtantes, qui le rendaient, il me semble, un peu plus bavard. Je me souviens également avoir trempé furtivement mes lèvres dans le verre de vin blanc et sucré qu'affectionnait particulièrement mon grand-père. J'avais trouvé ça bon. Un peu plus tard, pendant mon adolescence, je brûlais une bonne partie de mon énergie à braver les interdits, à m'opposer à toutes les formes d'autorité qui se dressaient à moi, à repousser toujours un peu plus les limites du cadre. Longtemps, très longtemps, j'ai conservé dans mes comportements de polyconsommateur cette posture de rebelle transgressif, immature et ambivalent, partagée entre la dissimulation permanente et l'envie de tout faire péter. J'ai fini par grandir. J'ai pris mon temps. Et bien avant ça, ont commencé les premières histoires sérieuses autour de l'alcool. Des histoires d'alcool qui finissaient mal, en général. Les premières fêtes que je n'imaginais pas autrement qu'altérées, coûte que coûte. Altérées, mais avec du contrôle, le mien. Celui qui m'a taillé au fil des années la réputation d'un mec qui picolait sec, et qui assurait. J'adorais la brûlure de la première gorgée de whisky. Je savourais la sensation de la bière fraîche qui donne l'illusion de désaltérer. J'appréciais les goûts fruités du vin. J'aimais l'alcool, presque tous les alcools. J'aimais l'ivresse, toutes les ivresses. Et je cherchais le danger. Alors je testais, dès que l'occasion se présentait, des nouveaux produits, des nouvelles défonces. Mon contrôle, parfois, vacillait à la limite de la rupture. Tout était bon pour sortir hors de moi, le plus loin possible, sans me perdre de vue. Pas complètement. L'instinct de survie, ça doit être ça. En parallèle de ces extras qui se présentaient à moi, au hasard des rencontres, un produit m'a suivi durant de très longues années, me donnant le sentiment d'être un autre, bien plus à l'aise, bien plus drôle que celui que je cherchais à fuir, bien plus intéressant et créatif que celui que je n'aimais pas, bien plus fréquentable que moi. Du moins, c'est bien ce que je croyais. Le cannabis, sous toutes ses formes, m'attirait comme un aimant. Il était illicite, il me faisait frôler les bordures, il m'obsédait. J'étais, avec lui comme avec le reste, dans une démesure contrôlée. Il a fini, après 20 ans de consommation régulière et quelques neurones perdus en chemin, par me faire abdiquer. La paranoïa s'installait, insidieusement. L'alcool, lui, a toujours été présent, fidèle, normalisé, sociabilisé, inattaquable. Des excès partagés à la faveur d'une occasion festive, aux quelques bières du quotidien, l'alcool m'accompagnait partout, y compris les dimanches et les jours fériés. Comme la cigarette et le café, après tout. Où était le problème, franchement, quand on y pense? Boire un coup, quand je songe aujourd'hui à cette expression, je me dis que j'en ai encaissé des coups, somme toute. Rien de très étonnant à finir meurtri. Et puis, petit à petit, sans raison apparente, sans événement traumatique particulier, l'alcool avait pris sa place, toute la place. Je m'étais fait déloger, je n'étais plus moi, ni même l'autre. Je n'étais ni à l'aise ni drôle, ni intéressant ni créatif, encore que très inventif dans l'art de la dissimulation et du mensonge. Mon énergie d'alcoolique pour prévoir ma consommation, puis pour la cacher, était proprement stupéfiante et ne laissait pas beaucoup de place pour autre chose. Restaient les bonbons à la menthe qui chargeaient encore un peu plus une haleine en peine. Même les êtres les plus chers passaient au second plan.
L'alcool devenait la priorité, ma priorité absolue. Tel un régime de dictateur où le libre arbitre est étouffé, où la liberté est bafouée. Malgré tout, je croyais conserver, tant bien que mal, une posture familiale et sociale qui me paraissait acceptable. En réalité, j'étais en guerre. À vrai dire, j'étais assiégé. Je survivais en territoire ennemi. Je me débattais dans mon ombre. Et pourtant, je devais bien me dire que quelque chose clochait. Pourquoi devais-je alors me promettre solennellement toutes les semaines, puis tous les 3 jours, et pour finir tous les jours, toujours entre 2 lampées de whisky à même le goulot, que cette fois-ci, pour de bon, c'était la dernière. La dernière fois, la dernière bouteille, la dernière errance. Promis, juré, rien qu'à moi. Même si moi, ce n'était plus moi. Chaque jour un peu moins, chaque jour un peu plus. Les promesses d'ivrogne, les serments d'alcoolo, dénués de toute volonté, sans amour-propre, sans dignité. J'y étais, en plein dedans, la gueule dans le vomi pour parfaire le dégoût de soi. Mais tout cela était bien vite oublié. Dès le lendemain, noyé à nouveau dans l'alcool, formidable poison qui savait comment te ronger de culpabilité et de honte, mais également formidable antidote qui t'offrait l'anesthésie et l'oubli de soi. La formule était parfaite, imparable. Et chaque jour qui passait rendait le poison plus nocif, indispensable, irremplaçable, vital, morbide. À l'image d'un gourou qui avait pris le contrôle de ma vie, j'avais lâché le volant. Les événements, parfois dramatiques, souvent pathétiques, qui jalonnaient alors mon existence, n'étaient au final que des dérapages et des sorties de route qui rendaient cette descente au long cours sur laquelle je glissais de plus en plus vite, encore plus chaotique. Les garde-fous auxquels j'aurais pu m'accrocher pour freiner ma dégringolade semblaient s'éloigner chaque semaine davantage. Les bosses et les bleus, les écorchures et les tôles froissées, les embardés sur l'autoroute, une décharge d'adrénaline salvatrice, les oublis à répétition et les trous noirs obsédants, la démarche trébuchante et les gamelles imbibées, à 4 pattes sans pouvoir se relever, les regards méprisants et les absences de regard, les expressions gênées et les yeux qui se baissent, les affaires égarées et mon regard perdu, les incohérences et les bredouillements, les mensonges et les alibis foireux, les bonbons à la menthe et le chocolat, la laine fétide et les idées noires, les pieds dans le tapis et la tête dans le cul, les nuits de plomb, courtes, interminables, agitées, les sudations nocturnes, les tremblements le matin, incontrôlables, et pour finir, la résistance qui s'étiolait et la pensée qui se tendait comme un arc vers la bouteille de whisky, vers la délivrance, pour ne plus souffrir. Les mêmes gestes, fébriles, la main qui s'en empare, la bouche, frémissante, qui s'ouvre, avide, indécente, sans retenue, très vite, très fort, pour que tout s'arrête, seul, caché, éteint, enfin. Vie libre, à nouveau en pointillé, sur la pointe des pieds. Sauver les apparences, garder la tête haute. Une consommation également en pointillé, mais les espaces, irrémédiablement, se resserraient, quand dans le même temps, ceux qui ponctuaient mes passages au groupe de parole se rallongeaient. Le mur se rapprochait, plus vite que je ne pensais. Le mur est arrivé, à 100 km/h peut-être, très rapidement dans tous les cas. Une traversée de Paris en scooter, sur le mode pilotage automatique, sans le moindre souvenir du trajet. Le plein de carburant dès la fin de matinée, 1 litre de whisky dans le réservoir. Un genou, ça m'a coûté un genou. Genou, une vieille histoire. Avec son lot de douleurs, au quotidien, comme une piqûre de rappel, pour ne pas oublier, jamais.
Vie libre à nouveau, en attendant la cure, inévitable, inéluctable, en patientant 3 mois pour recommencer timidement à retrouver mes premiers appuis. Le 30 avril 2012 au soir, la veille de mon départ pour le centre de cure, je m'offrais en grand seigneur ce qui devra rester comme la dernière bouteille d'alcool de ma vie. Et tant qu'à faire, un whisky de tout premier ordre, dont j'ai vidé crânement la moitié dans l'évier avant de commencer à consommer, histoire de débuter ma cure à peu près d'aplomb. L'idée de démonter le siphon m'a immédiatement effleuré. On ne se refait pas. La cure au calme, bien agitée. Un mois, pour me déconstruire, pour me déshabiller, pour grelotter, pour essayer de comprendre, pour apprendre à accepter, pour lâcher prise, seul, avec les autres en miroir. Un mois des mois, pour me pardonner, pour me revêtir, pour me cajoler, pour me souvenir, pour partager, pour réapprendre à marcher, avec les autres, à mes côtés. J'apprenais des nouveaux mots que j'avais déjà entendus. Maladie, courage, abstinence heureuse. Ils prenaient en moi une résonance nouvelle et m'ouvraient des voies où la lumière savait chasser les ténèbres, où les sourires effaçaient la tristesse, où la fierté prenait tout son sens. Commencer pour la première fois de ma vie à m'aimer. Oui, ça devait être déjà le début du chemin, celui de la guérison. Et puis le retour dans la vraie vie, la nouvelle, celle à réinventer, celle à remplir après l'avoir vidée. Vaste programme, à répéter tous les jours, avec humilité, avec vigilance, avec confiance, en plein jour. Plutôt cligner les yeux que les garder éteints. Avec vie libre aussi, pour rester en veille, pour apporter l'espoir, pour clamer haut et fort que c'est possible. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions ou voudrait bien exprimer ses sentiments, ses émotions? Personne? Tout le monde encore Je vais poser une question. Poser une question. En fait, Vas-y. C'est sur la question de la maîtrise. Et dans ce film, on voit qu'il commence comme une expérience, on comprend assez rapidement que tous y vont très mal. Et donc il y a une espèce de déni de réalité et de sentiment de maîtrise. Donc là, comment vous avez été confronté, vous, à ce moment où vous avez pris conscience que l'alcool vous privait de tout contrôle, peut-être, hein? En tout cas, c'est l'impression que donne ce film, en ce qui concerne l'alcoolisme, c'est un moment où Quand on s'en aperçoit ou quand on veut bien s'en apercevoir, parce que cette période de déni, elle peut durer longtemps, oui, effectivement, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Et l'entourage, j'imagine, vous a aidé? Ou est-ce que c'est difficile parce que justement ça fait... vous avez dit quelque chose, une phrase assez forte, re-remplir la vie quand elle a... je ne sais plus quelle était la phrase dans le texte. Oui, ça c'est... Après l'avoir vidée. Oui. Ouais. Oui, c'est parce que l'alcool prend une telle place, penser à sa consommation, penser à cacher sa consommation, que c'est une forme de deuil. Hein. C'est-à-dire que quand on a arrêté le produit, qu'est-ce qu'on met à la place? Et ça, c'est vraiment une construction, ça prend du temps, ça se fait pas tout seul. Mais est-ce qu'il y a parmi vos proches des gens qui ont témoigné de ce qu'ils ressentaient en vous voyant dégringoler comme ça? Je connais des gens autour de moi qui ont un conjoint, par exemple, dans cette situation-là, et qui sont très désemparés. oui, c'est très compliqué pour l'entourage. Voilà. Et est-ce que vous avez, vous, je sais pas, je ne vais pas poser toutes les questions, qu'est-ce que vous suggéreriez pour ceux qui sont autour et qui souffrent de voir souffrir et d'être relativement impuissants?
j'ai pas de miracle, Ah oui, j'imagine bien. ouais. Peut-être tout à l'heure. Pardon. J'ai pas de recette en fait. Non, c'est compliqué. En plus de ça, chaque cas de figure Bien sûr. est différent. De toute manière, je pense qu'il faut, voilà, il faut que la personne sente de l'empathie. Il faut pas la contraindre parce que ça sert à rien. Le déclic, il viendra de lui de toute manière. Il y a rien qui puisse, même le plus grand amour. Enfin, moi à l'époque, j'ai toujours deux enfants que j'adore. Ils étaient plus petits à l'époque. Ça m'arrêtait pas ça. Parce que là, c'est pas du tout une question de volonté. On a vraiment perdu le contrôle. Voilà, c'est le propre de l'addiction. Donc bon, faut essayer de suggérer sans être insistant, surtout pas sans... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on met très vite la personne qui consomme encore plus dans la culpabilité. Et pour noyer la culpabilité, il y a le produit. Alors c'est vraiment un cercle vicieux, parce que là, voilà, on rallume la honte et on essaye de l'éteindre. Et c'est un peu ce cercle-là qui est compliqué. Mais du coup, éviter toute leçon de morale, toute situation qui finalement alimente la culpabilité de la personne qui est dans le problème. Après, tout dépend si elle est, à quel niveau elle est au niveau du déni, si elle reconnaît ça, si elle... Quelqu'un qui arrive à... C'est pour ça qu'au groupe de parole, on dit toujours aux gens qui poussent la porte du local pour la première fois, on leur dit bravo, c'est super courageux parce que c'est du courage qu'il faut. C'est plus du tout, c'est pas du tout une question de volonté, puisque la volonté n'a plus rien à voir là-dedans. C'est le propre de l'addiction. Mais du courage, il en faut. Ouais. Et le passage du déni à l'identification du problème, Il n'y a pas un moment précis, c'est un